il y a une croyance propre à l'astral, qu'il adore nous souffler, et à laquelle Freud a succombé, dont il a même fait le propre de sa technique au départ, qui ne fonctionne absolument pas, et dont les psychanalystes sont revenus depuis. Mais cette croyance continue à être présentée comme la preuve de l'efficacité de la psychanalyse, dans le grand public non averti du moins. C'est l'idée qu'une fois qu'on a pris conscience d'un problème, il se résoudrait de lui-même, ce qui est faux. Cela arrive parfois, mais si rarement, qu'en faire un principe général est absurde. Mais, en le faisant croire, on va facilement pouvoir faire produire de l'angoisse, donc du louche aux gens, ce qui est le but de l'astral. Je vois souvent des thérapeutes bardés de diplômes, prétendre vous révéler une chose sur vous-même, et ne pas comprendre que vous ne changiez pas immédiatement d'attitude, propulsé par la force de la prise de conscience qu'ils croient vous avoir aidé à réaliser. Une psychologue un jour m'affirma que les mots qu'on prononce auraient une importance primordiale sur notre vécu, et qu'utiliser, par exemple, le mot « essayer » condamnait à échouer. Il aurait fallu dire « je vais faire ceci » et non pas « je vais essayer de le faire » et être toujours sûr de soi, pour tout réussir. Je peux vous dire que bien des accidentés de la route étaient sur deux, et que ça leur a joué de bien vilains tours. J'ai compris depuis comment il peut se faire qu'il existe tant de gens qui nous affirment qu'ils savent faire les choses, quand ils sont en réalité incompétents. Si on leur inocule l'idée que pour être compétent il suffit de le croire, et de l'affirmer, en utilisant que des mots comme « je fais ceci »,« je vais là-bas »,« y a qu'à faire comme ci »,« y a qu'à faire comme ça », on comprend que le nombre d'incompétents grandisse de manière exponentielle. Il ne faudrait pas dire par exemple « je vais essayer un vêtement » avant de l'acheter, car le simple fait d'utiliser ce mot ferait que le vêtement ne pourrait plus nous aller. Voilà le genre de croyances qu'on insuffle aux gens, dans les cours de formation continue en développement personnel, qui sont propices à la production de louches. Le simple fait de voir, ou d'anticiper les dangers, les ferait venir, et pour qu'ils ne viennent pas, il faudrait en nier l'existence. Tout comme Freud niait l'existence de l'astral pour se faire passer pour scientifique, ces gens vous diront qu'à croire à l'existence des entités vampires vous allez les créer, alors que sinon elles n'existeraient pas. Mais cela c'est la pensée magique, croire qu'il suffit que je nie l'existence d'une chose pour qu'elle n'existe plus. Si elle existe, en parler la révèle, mais ne la crée pas. C'est d'ailleurs tout le contraire, on donne d'autant plus de pouvoir aux entités vampires qu'on nie leur existence, car elles peuvent alors agir bien plus librement. Vous imaginez comme de telles idées poussent les gens à se sentir coupables, du fait que, pour eux, ces théories bien sûr ne fonctionnent pas, qu'ils sont donc mis en échec, et produisent le louche attendu? Bien des thérapeutes instabilisent, en réalité, sans le savoir, et parce qu'astralisés, leurs patients, en les poussant à être toujours plus dans le mal-être, avec des croyances aussi stupides. Cette idée que la conscience suffirait à changer est propre à l'astral. Freud fit croire qu'il l'aurait découverte, alors que c'était une idée très en vogue à son époque, dans le spiritisme d'Allan Kardec par exemple. Freud en jouait, qui croyait que, parce qu'il niait l'existence de ces entités, il proposait une approche plus rationnelle. Mais j'ai montré que, faisant ça, lui-même était probablement sous emprise de son père, décédé en 1896. C'est notamment dans une lettre du 15 octobre 1897 que Freud évoque pour la première fois la légende grecque d'Œdipe, par courrier à son ami Fliss, lui écrivant « J'ai trouvé en moi comme partout ailleurs des sentiments d'amour envers ma mère et de jalousie envers mon père. Sentiments qui sont je pense communs à tous les jeunes enfants. » Il pose ici l'idée d'une universalité, dont il ne pouvait avoir, sitôt, la preuve. Or la prise de conscience est une étape des processus de changement, mais elle ne fait pas tout. Depuis, les psychanalystes ont totalement abandonné cette idée, même si le grand public l'associe toujours à la psychanalyse. Les psychanalystes aujourd'hui savent qu'une chose conscientisée peut perdurer toute une vie, sans qu'aucun changement n'arrive. Ils ont même une expression pour le dire, le changement peut advenir, de surcroît, au travail d'analyse, sans qu'on ne comprenne pourquoi. La psychanalyse permet de conscientiser certaines choses, différentes selon les techniques utilisées, mais cette conscientisation n'a rien à voir avec l'idée d'un changement, ou d'une transformation. Elle aime dire aujourd'hui qu'on est toujours aussi névrosé, mais en étant plus dupe. Une fois qu'on conscientise un problème, il ne change pas pour autant, mais on peut diminuer la portée de stress qu'il génère en nous. Si je suis addict au tabac par exemple, en avoir conscience ne me fera pas arrêter de fumer, mais je comprendrai mieux mes problèmes de respiration, et je forcerai moins quand je fais du sport. Mais bref, que Freud ait cru à cela au tout début, quand il inventa la psychanalyse, montre qu'il était déjà sous emprise de l'astral. Car ses pensées sont celles que l'astral adore nous insuffler. Mais, en même temps, il devait savoir, à son époque déjà, vers les années 1900, que ce qui intéresse les humains, ce sont les fausses rumeurs,
qui font produire du louche, mais pas la manière de pouvoir les éviter. Son neveu, Édouard Bernet, émigrera aux USA, et sera un spécialiste de la propagande d'entreprise, qui mettra la connaissance de la psychanalyse au service de la publicité mensongère, incitant, par exemple, les femmes à fumer, en jouant sur leurs fibres émotionnelles. En fait, pour tout ce qui constitue l'origine de la souffrance, une fois qu'on nous explique comment ça fonctionne, nous apparaît comme n'étant pas si grave que ça. On a toujours ce phénomène d'une disproportion entre deux choses. Si j'annonce que les cas cliniques évoqués par Freud étaient truqués, totalement inventés, les psychanalystes vont se révolter, demander des preuves, crier à la calomnie, et puis, une fois qu'on les leur donnera, ils diront que, finalement, ça n'est pas si grave que ça. Il y a un mystère dans cette disproportion entre ce qui est considéré comme grave ou pas. On se demande bien ce qui est sérieux finalement, comme si l'humain était enclin à penser que, ce qui est sérieux, c'est que l'astral soit nourri. Il y a une disproportion entre le désir et sa réalisation, tout comme entre la peur et le danger, quand il est découvert. Les émotions semblent avoir pour fonction d'amplifier de manière démesurée les choses, comme le fait une loupe. Les tensions intrapsychiques remplissent ce rôle. L'astral se joue des conflits et rivalités entre les entités qui le peuplent, qui se projettent sur les humains, pour les monter les uns contre les autres. L'Oedipe de Freud représentant le fait que ça implique des imbroglios, à savoir des interdits, qui sont en risque permanent d'être transgressés. C'est ainsi que Jacques Lacan avait réussi à sortir la psychanalyse de son obsession de l'Oedipe. Au bout du compte, ça n'était pas que l'enfant soit pervers polymorphe qui était le plus important pour Lacan comme chez Freud, mais le fait qu'il y ait un interdit, et la possibilité ou non de le transgresser.